Donc, je disais bonjour à tous. Nous allons commencer notre rencontre d'aujourd'hui et je vous souhaite à tous la bienvenue à cette rencontre. Euh, Comme vous le savez, nos rencontres ont généralement quatre éléments. Donc, il y a d'abord au début un boost pour essayer d'encourager. Ensuite, nous travaillons sur la gestion de projet. Ensuite, sur l'anglais. Et on voit un peu, on prend le pouls sur la dactylographie et l'investissement sur la santé. Donc pour le boost, je vais partager mon écran avec vous pour vous permettre de voir accept. Donc, share audio. Donc, je vais partager ceci. C'est ça que nous allons voir maintenant. Donc, comme boost aujourd'hui, je vais vous présenter 10 méthodes d'un investisseur champion. Et quand on dit investisseur ici, c'est investissement sur soi, investissement sur notre performance, investissement sur notre capacité à pouvoir être performant dans ce que nous faisons. Donc, ça, c'est 10 méthodes que nous allons décortiquer au fil des rencontres que nous aurons les samedis. Donc, on va les passer juste en revue aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on parle des systèmes? Un bon investisseur ne compte pas sur le hasard pour pouvoir accomplir les résultats. Il développe des architectures complémentaires pour démultiplier sa productivité, sa clarté mentale, son énergie, sa discipline et sa capacité d'exécution. Donc, si vous voulez, par exemple, que ce soit lorsque vous le sentez, que vous puissiez faire des exercices physiques, ou bien quand vous le sentez, que vous puissiez étudier une leçon, ça ne va pas évoluer. Mais si vous mettez en place des systèmes, que vous le sentiez ou que vous ne le sentiez pas, vous allez juste le faire. Donc ce matin, je sais que je dois faire au minimum 30 minutes d'exercice physique. Donc, quelle que soit la situation, qu'il pleuve, qu'il neige, je vais trouver le moyen, même si c'est dans ma chambre, même si c'est à l'extérieur, dès que mon réveil. Donc, j'ai déjà mis un système en place qui me rappelle que à cette heure, tu dois faire X, Y. Et là, j'ai accompli, je n'ai plus besoin de réfléchir. Et là, ça évite que je puisse avoir des discussions encore avec moi, discussions internes pour pouvoir prendre la décision. Donc, ça permet donc une clarté mentale et ça booste mon énergie, ça me donne d'être discipliné et de la capacité d'exécution. Le premier système qui est utilisé par les investisseurs, les champions, les personnes qui veulent véritablement être des leaders efficaces, c'est le time blocking, le blocage du temps. Le blocage du temps. Il s'agit d'attribuer une mission précise et exclusive à chaque bloc horaire de la journée. Éviter la dispersion mentale, ça permet d'éviter la dispersion mentale, de réduire le renvoi à plus tard qu'on appelle procrastination et bannir les journées faussement occupées. Il y a des personnes qui arrivent souvent en fin de journée, ils se demandent mais qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Et la réponse parfois c'est ils n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils ont fait. Mais quand vous avez fait le time blocking, donc vous avez votre journée est organisée en des temps précis où vous devez faire des choses précises, il y a de fortes chances que à la fin de la journée, vous ayez le sentiment d'avoir fait beaucoup de choses. Par exemple, vous pouvez dire de 5 à 6 heures, je vais faire ce qu'on appelle le deep work, qui est aussi un autre système qui est très efficace. Donc, un focus maximal sur une thématique, par exemple l'anglais, par exemple la gestion de projet. Par exemple, ça peut être les 3 ou les 4 en même temps, 25 minutes chacun. Ça peut être que de 6h à 6h30, comme c'est parfois le cas pour moi. C'est le mouvement, énergie physique. Donc, je dois faire quelque chose sur le plan physique. Parfois, c'est 6h, 6h30 ou bien à partir de 7h, surtout quand je travaille de la maison, 7h, 7h30, au plus tard jusqu'à 8h, il faut que je fasse les mouvements. Au minimum 3 fois par semaine. Ce temps est consacré au mouvement. Je dois faire un mouvement intentionnel, pas juste marcher, mais je dois prévoir de faire peut-être des squats, faire des pompes, faire la course, faire les jumping jacks, tout ça là, je dois vraiment le prévoir.
De 9 à 11 heures, le travail stratégique. Je travaille entre 9 à 11 heures. C'est mon premier bloc de temps avec la Rainforest. Après, je prends de 11 heures à 13 heures, c'est mon deuxième bloc de temps. Et de 13 heures à 14 heures, c'est mon temps de repos. De 15 heures, de 14 heures à 16 heures, c'est mon deuxième bloc de temps. Et de 16 heures à 17 heures, c'est le dernier bloc de temps. Et après, maintenant, peut-être le soir, de 20 heures à 21 heures, je peux faire un apprentissage. OK? Donc, c'est ça le time blocking. La deuxième règle ou le deuxième système qu'on utilise, c'est la règle des priorités 80-20, qui est aussi appelé le principe de Pareto. Et ce principe dit que 20% des choses que nous avons à faire dans notre journée garantissent 80% de notre résultat. OK? Donc, c'est pour ça que, parce que il y a 20% des choses que vous vous proposez de faire dans la journée qui vont garantir 80% de vos résultats. Vous devez identifier ces 20% et les prioriser. Vous devez d'abord faire ces 20%, et quand ces 20% sont réalisés, vous allez finir la fin de votre journée avec le sentiment d'avoir réalisé 80% de vos résultats. Maintenant, si vous y allez n'importe comment, il y a de fortes chances qu'à la fin, vous n'ayez pas atteint les 80% de vos résultats obtenus. Donc, identifiez la petite fraction d'action qui génère la majorité de votre réussite dans la journée. Ça peut être une réussite financière, personnelle, dans votre travail ou dans le week-end, par exemple, comme ça. Si vous avez déjà bien appliqué la règle de 20-80 ou de 80-20 à votre week-end, vous allez pouvoir, à la fin du week-end, avoir le sentiment d'avoir réussi votre week-end. Il faut cibler les actifs et les clients les plus performants, consolider les habitudes et les quotidiennes qui sont utiles, éliminer rigoureusement le superflu improductif. Donc, je peux passer le temps sur WhatsApp, sur ceci, mais est-ce que ça me donne des résultats? Non, si ça ne me donne pas des résultats immédiats ou importants, je dois mettre ça en priorité. Si j'ai fini dans les 20% les plus importants, peut-être je peux faire ces autres choses. Donc, c'est ça, la règle de priorité 80-20. La troisième règle, c'est ce qu'on appelle le minimalisme digital. On ne le dira jamais assez. Les outils digitaux aujourd'hui sont devenus des éléments qui nous volent notre temps, qui nous volent notre capacité de concentration, qui nous volent notre capacité d'apprentissage. Le téléphone, par exemple, doit être un outil et non pas un maître. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se séparer de leur téléphone, qui n'arrivent pas à mettre leur téléphone de côté pour pouvoir avoir des temps de qualité avec leur famille, qui n'arrivent pas à mettre de côté leur téléphone pour même travailler efficacement sur des rapports ou sur des dossiers, qui n'arrivent pas à mettre leur téléphone de côté pour dormir à temps. OK? Donc, la surcharge que vous avez avec les téléphones, les ordinateurs connectés à Internet détruit l'attention, altère la mémoire et empêche la réflexion profonde. Pour que le minimalisme digital se mette en place, nous devons couper toutes les notifications inutiles, imposer des heures sans smartphone et bannir l'accès immédiat aux distractions. Dans le programme d'investissement santé, on conseille, par exemple, de faire au minimum 6 heures, 7 heures à 8 heures de sommeil, 6 à 8 heures de sommeil. Pour le faire, vous devez arrêter l'utilisation du téléphone à un moment, parce que si vous gardez votre téléphone en train de regarder ou en train de travailler dessus jusqu'à ce que vous allez au lit, il y a de fortes chances qu'une fois au lit, que vous perdez beaucoup de temps avant de trouver le sommeil. Donc, pour éviter qu'il y ait ça, 30, 45 à 1 heure de temps avant d'aller au lit, il faut se séparer de tout ce qui est écran. Donc, les télévisions, les ordinateurs, les téléphones, et si en plus vous êtes en train de voir des films ou des vidéos ou des TikTok et tout, ça va avoir un impact important sur la qualité de votre sommeil. Et tout cela demande que vous puissiez créer un environnement. Donc, pour éviter que vous puissiez compter sur les systèmes et non pas sur votre motivation, vous devez créer des habitudes neutres dont les investisseurs ne dépendent pas de l'humeur du jour.
ils automatisent leur effort. L'environnement prépare vos affaires. Donc, l'environnement vous permet de pouvoir ne pas réfléchir lorsqu'il faut le faire. Par exemple, si vous vous dites, je vais faire l'exercice physique le lendemain, il faut préparer vos effets déjà. Fixer l'heure, n'est-ce pas, pour lire. Par exemple, l'heure pour nettoyer votre bureau. Bref, si vous fixez ces choses à l'avance, il y a de fortes chances que vous puissiez les respecter. Moins de choix réduit drastiquement le nombre de micro-décisions quotidiennes pour épargner votre énergie décisionnelle. OK? L'autre système qu'il faut mettre en place, c'est la pensée à long terme. OK? Un champion ne raisonne pas en termes de semaines ou de mois ou d'une année. Un champion raisonne en termes de plusieurs années. J'ai l'habitude de dire aux gens qui aujourd'hui parfois disent, mais Georges Thierry, les choses que tu fais en lien avec X, Y, Z sont des choses vraiment, nous on ne comprend pas d'où ça vient. Je dis non, ça fait beaucoup d'années que j'ai commencé à le faire. L'exercice physique, par exemple, c'est depuis 2013 que j'ai commencé à vraiment prendre la résolution de pratiquer l'exercice physique de manière régulière. Et il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où j'étais en forme, des moments où je n'étais pas, des moments où je le faisais vraiment. Mais jusqu'à ce qu'à un moment, ça s'est fixé, c'est devenu une habitude. Donc, plus de 10 ans après, aujourd'hui, c'est devenu comme une seconde vie pour moi. Donc, il faut vraiment penser, raisonner en années, pas en jours, pas en semaines. La crédibilité, l'expertise d'analyse de la santé financière robuste se structure lentement mais sûrement. Donc, que ce soit votre santé financière, votre santé physique ou même votre expertise, par exemple dans la gestion de projet ou dans l'anglais, tout ça, ça se planifie vraiment dans le long. Il faut vraiment se projeter. Hein. Les techniques micro-ondes ne portent pas du fruit. Hein. Ça a été démontré. Si vous voulez compter sur des recettes micro-ondes, cela ne va pas porter du fruit, surtout du fruit qui va durer. Donc, cette vision à long terme immunise contre l'impatience et élimine les décisions d'achat ou de vente impulsives ou juste des décisions impulsives qui prévient la recherche du profit immédiat mais risqué. OK? Donc, vous ne vous contentez pas de dire qu'est-ce que je profite maintenant. Non, vous pensez à comment le profit à long terme, hein, votre santé que vous aurez quand vous aurez 60 ans, le fait de pouvoir courir avec vos petits-enfants quand vous avez 75 ans. Ça, c'est des choses que vous regardez à long terme. Et aujourd'hui, vous pouvez investir là-dessus en sachant que vous allez récolter cela beaucoup plus tard. L'autre système à mettre en place, c'est le système de récupération. Certaines personnes voient le repos comme étant une perte de temps, mais le repos est une arme stratégique. Productivité ne rime pas avec labeur ininterrompu. Le cerveau exige des pauses physiologiques, Préserver le sommeil, cultiver le silence, intégrer le mouvement permet de restaurer pleinement votre équilibre nerveux. Donc la récupération est quelque chose qui est très important. Un champion qui ne privilégie pas, ou un leader qui ne privilégie pas de la récupération ne va pas être un champion. OK? L'autre élément ici, c'est le fait de savoir qu'on ne sait jamais assez, ou il n'y a pas un moment où on devrait penser qu'on ne doit plus apprendre. OK? Parce que le monde change vite. Étudier continuellement devient une exigence pour quiconque veut rester leader, quiconque veut rester en tête, quiconque veut rester relevant, comme on dit en anglais. Il faut savoir que l'apprentissage est quelque chose qui se fait constamment, chaque jour, chaque moment, chaque fois où vous avez une opportunité d'apprendre, vous ne devez pas le laisser tomber. Ça fait que vous avez une attitude d'ouverture vis-à-vis des personnes que vous rencontrez. Vous ne méprisez pas des gens dans les villages, vous ne méprisez pas des gens quand vous êtes dans une réunion, même si c'est vous qui êtes le facilitateur, le modérateur, vous savez que toute intervention, toute personne peut vous apprendre quelque chose. Toute situation peut vous apprendre quelque chose. Et si vous êtes sur un domaine comme la gestion de projet ou l'accompagnement des communautés ou l'accompagnement des organisations,
vous devez savoir que la mise à jour par rapport à cette connaissance liée à ce domaine est quelque chose que vous devez faire constamment. L'autre système, c'est l'effet du réseau. S'entourer de partenaires d'excellence, intégrer des groupes de responsabilité mutuelle. C'est un peu comme ce réseau que nous sommes en train de mettre en place. C'est quelque chose qui va vous aider à aller de l'avant. Donc, être entouré par des personnes qui ont la même vision, qui ont la même façon de voir les choses, qui ont les mêmes aspirations, vous fait aller de l'avant. Mais si vous vous contentez juste d'être dans votre coin, il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas avancer. Et il y a ce dicton qui dit que votre cercle proche dicte vos standards de discipline, d'habitude et d'ambition financière. Donc, si vous avez des personnes qui n'aiment pas faire l'exercice physique, qui n'aiment pas faire des efforts pour faire autre chose, pour avoir plus de moyens, pour avoir plus de capacités, pour avoir plus d'énergie, il est fort probable que vous ne puissiez pas aussi le faire. Donc, s'entourer d'un cercle qui a une vision proche de la nôtre est très importante. L'autre système à mettre en place, le neuvième, c'est la revue. Que ce soit de manière journalière, de manière hebdomadaire, de manière mensuelle, de manière annuelle. La revue est quelque chose d'important. Prendre du recul à la fin de chaque période pour analyser les progrès, répertorier les erreurs opérationnelles et ajuster les priorités est quelque chose de fondamental. Mais aussi, il faut cultiver la stabilité intérieure. Donc, si vous êtes un leader ou si vous désirez être un leader ne prend pas les choses, n'est pas quelqu'un qui n'est pas stable, qui n'est pas calme, qui n'a pas cette attitude de gratitude, hein, qui n'a pas la maîtrise émotionnelle. Donc, un leader doit cultiver le calme, cultiver la gratitude, cultiver la maîtrise émotionnelle. Parce qu'un esprit agité commet des erreurs coûteuses, alors qu'un esprit stable voit clair et agit clairement. OK? Donc, et enfin, c'est important de pouvoir ancrer votre performance sur la paix profonde et sur une dépendance à Dieu. C'est ça le gage d'une intégrité à toute épreuve. Beaucoup de personnes disent I am a self-made man. Je suis, je suis maître de moi-même, j'arrive à faire ce que non. Si Dieu ne te donne pas le souffle de vie, si Dieu ne te permet pas de découvrir même Georges Thierry ou de découvrir Charles ou de découvrir telle personne ou de découvrir telle leçon, tu ne le feras jamais. Donc il faut toujours être reconnaissant, garder cette humilité, cette profondeur, cette paix profonde et cultiver la gratitude, cultiver le pardon. Il y a des personnes qui sont toujours en train de garder, les gens leur font du mal, ils gardent ça en eux, ils ne veulent pas laisser prise. Non, ça vous détruit. Ça ne peut pas vous aider. Donc, dans la philosophie de Multiple Invest, nous vous encourageons à cultiver la paix profonde, cultiver la dépendance à Dieu et cultiver la relation avec le divin. Donc, ça, c'est juste le résumé de tout ce qu'on venait de dire. Donc, on va s'arrêter là pour les 10 systèmes du leader champion. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que tout est assez clair pour moi. Ce sont des choses parfois assez difficiles à faire avec tout ce qu'on a comme envie, surtout avec le téléphone. Parfois, c'est assez difficile. On est là, on travaille. Mais il y a une technique que nous utilisons aussi parfois, qui venait d'apprendre, la technique de Promodero. Promodero, je ne sais pas si je Pomodoro, prononce. oui, Pomodoro, oui, ça, je connais. Oui. Donc, il y a aussi cette technique-là que j'utilise à chaque fois quand je suis au bureau, c'est-à-dire en même temps, j'ai un temps que je me suis fixé pour consulter les boîtes mail, j'ai un temps que je me suis fixé pour la pause. Par exemple, après chaque 1 heure, je fais un petit promodoro de 10 minutes, Ouais. 5 minutes pour un peu me libérer. C'est cette technique-là aussi que je vois un peu, je retrouve aussi dans ce que vous nous communiquez tout à l'heure là. Ouais. Super. D'accord.
c'est comme si on a perdu tous les autres amis. Donc, ça c'était pour le boost de la semaine. Donc, pour le deuxième élément, c'est la gestion de projet. Donc, tu disais que tu avais fini avec la partie introductive jusqu'à ce que tu as pris le test, n'est-ce pas? Effectivement, je finis avec la partie introductive, je fais les tests et j'ai commencé également avec le premier chapitre sur les principes fondamentaux PMP. Ouais. Donc là, je crois que je suis aussi presque à la fin. J'ai fait les 3 premières vidéos, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc, en faisant les tests, il y a eu des questions relatives au leadership, des questions relatives aux gestions de conflits, gestion de la communication d'un projet. Il y a eu un peu de tas de séries. C'était 100 questions, donc pas facile. Je crois que la note globale que j'ai obtenue, c'est 60 quelques sur 100. Ouais, ouais. Et donc, le premier chapitre, donc j'ai compris que dans tout projet, il faut d'abord comprendre un peu le PLM, Project Life Management, ou Project Life Cycle, Yeah. et comprendre les différentes phases des projets. Donc, je crois que peut-être, là, je vous remets la parole pour un peu vérifier un peu les connaissances apprises. Et Oui, voilà. c'est ça l'idée. L'idée, c'est oui, c'est qu'est-ce que tu as, par exemple, sur la partie introductive, qu'est-ce que tu as retenu et qui te permet Ouais. maintenant de pouvoir passer à la deuxième partie. Alors, dans ce premier chapitre, ce que j'ai retenu, c'est que les différentes sortes de projets. On parle bien de projets prédictifs, lorsque nous l'avions évoqué récemment lors de la télé sur la planification, et des projets agiles. Ouais. Les projets agiles, mais il y a aussi une combinaison de projets hybrides. Mhm. C'est là où je me suis retrouvé un peu parce qu'on avait un projet sur la recherche. Je vois un peu assez souvent dans le projet sur la recherche, c'est beaucoup plus des projets qui sont agiles et en même temps aussi hybrides. Alors, le projet que nous prenons en termes de subventions sont relativement beaucoup plus majoritairement, je veux dire, des projets prédictifs. Et il y a aussi ce qu'on appelle SIPROC, Supplier Input Process Outcome and Customer. Yeah. Donc, on fait un peu comprendre les visuels, la projection visuelle du projet, comprendre que un projet, c'est un ensemble de phases qui aboutit à une maturité qui contient un objectif, mais aussi une équipe qui chapeaute et des livrables dans le temps. Et donc, j'ai aussi retenu que il y a des phases gates, le projet a des phases, plusieurs phases qui permettent d'aboutir à une maturité. OK. Mm. Et j'ai aussi vu, il y a ce qu'on a eu à faire aussi avec vous là, et le monsieur aussi a parlé de ça. Dans tout le cycle de vie, il faut toujours avoir le focus sur le autocoque. On top, on time, Yeah. on quality and on budget, hein, je crois. Budget, oui, oui. Yes. Budget, oui. On time, on cost et Mhm. And quality. quality, exactly. Mhm. Yeah. C'est Mhm. ça le triangle d'équilibre qui doit être maintenu. Mhm. Yeah. Mhm. Et il y avait aussi une autre partie sur euh, project management, principe, en fait, regrouper chaque phase de projet en termes de performance, en termes de qualité, Yeah. mais aussi en termes de livrable, où on parle aussi de différentes phases de projet, la phase d'initiative, la phase de planification, la phase de suivi et monitoring, et la phase de fermeture closing. Et donc, un chargé de projet doit maîtriser toutes ces étapes Mhm. et chacune des étapes nécessite une planification. Et dans la planification globale, on parle de management plan où on planifie chacune de ces activités-là. Ouais. Voilà un peu quoi. Super. Non, c'est vraiment bien. Tu as très bien suivi ces cours et vraiment, c'est très encourageant. Mm, mm. C'est très encourageant parce que je le lis directement avec ce que je fais sur le terrain.
exactement. Donc, ce qui est à me retrouver, puisque là encore, c'est que je n'avais pas l'idée, c'était un peu le portfolio. Parce que nous, on pensait qu'il y a un programme et puis après des projets, mais il peut aussi avoir un portfolio qui, dans son sein, il y a plusieurs programmes qui découlent aussi, qui fait naître plusieurs projets. Ouais, c'est ça en fait qu'on dit portefeuille. Portfolio, c'est portefeuille. OK. Oui, oui, donc un portefeuille, c'est un ensemble de programmes. Et donc, un ensemble de programmes mis ensemble constitue un portefeuille. Et alors qu'un ensemble de projets mis ensemble constitue un programme. Par exemple, moi, je suis le manager d'un programme et dans ce programme, il y a plusieurs projets. Et celle qui est, par exemple, au-dessus de moi, qui s'occupe de tout le programme, c'est vrai, on appelle ça programme, mais parce qu'il y a plusieurs programmes dedans, c'est en fait un portefeuille. OK? OK? Exactement. Oui, oui. Ouais. Donc ça, c'est bien. On va donc continuer et je pense qu'il faut continuer à écouter, donc à suivre et à- recevoir les enseignements. Je vais télécharger le document sur les principes fondamentaux. Et bon, il y a des amis qui ont demandé qu'on leur envoie ça, donc je vais télécharger ça et je vais communiquer combien ça va coûter pour chacun pour qu'on puisse contribuer à l'achat parce que eux, lui, ils vendent ça, quoi. Ah, d'accord, parce que à la fin de chaque Ah, chapitre, si, oui, oui, où il faut télécharger, c'est écrit télécharger le cours. Je ne ouais, savais pas, donc il faut acheter ça, hein? ouais. OK. Ok, OK. ça c'est pour la gestion de projet. Est-ce que tu as des Oui. questions, des choses que tu n'as pas comprises, que tu voudrais que je puisse éclairer? Je crois que ce qu'il donne, c'est maintenant à nous de pouvoir le contextualiser, puisqu'il Voilà. donne il donne un peu de façon que vous soyez dans le développement, dans l'humanitaire, Mhm. dans l'architecture, il donne les principes généraux de Exactement. gestion de projet. C'est maintenant à nous de pouvoir les contextualiser. Par exemple, lorsqu'il parlait de data flow, non, non, plutôt flow diagramme, Bien. Oui, data flow la représentation, diagram. voilà, la représentation visuelle du projet. Mhm. Donc, c'est là où, moi, bon, je me dis peut-être avec la pratique maintenant, dans la contextualisation, c'est là où moi j'attendais un peu. Je pensais que la session pourrait aussi aller dans ce sens-là, faire vraiment un exercice pratique où on a un projet et on nous demande maintenant de faire les schémas visuels de ce projet-là. Ok. Oui, Mhm. ça on pourra le faire. Tout dépend en fait de la dynamique des apprenants, hein. Tu sais, moi, l'idée pour moi, c'est que je ne veux pas répéter ou faire tout. Donc, je veux vraiment que, comme tu dis, les gens puissent hein, appliquer ou chercher à contextualiser ce qu'ils apprennent. Et s'ils ont des questions, s'ils ont des blocages, ils peuvent maintenant faire appel à moi. Parce que si ce que nous essayons d'éviter dans ce programme, c'est de, de faire que ce soit comme ce qu'on a l'habitude d'avoir, c'est-à-dire un cours littéral où on est en train de donner des présentations. Après, les gens vont aller mettre ça de côté et puis après, non. L'idée vraiment, c'est que quand tu écoutes une vidéo, que tu te dises, OK, je suis en train je travaille dans des projets, même si je ne suis pas le chef de projet. Si j'étais à la place du chef de projet, qu'est-ce que je ferais? Dans mon projet, Oui, si je devais préparer le data flow diagram de ce projet, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Tu fais oui, ça, tu partages avec nous dans le groupe, les uns les autres peuvent réagir et d'autres aussi peuvent faire la même chose. Donc, c'est un peu comme ça que je vois la dynamique qui doit être en place pour permettre que l'apprentissage soit utile, quoi. oui, oui. Je pense peut-être que vous pourriez donner un casus. Si vous avez des éléments, vous me donnez un casus pour que je puisse faire les data flow. OK. Non, le cas que je peux te donner, c'est par exemple le projet dans lequel tu travailles. Imagine un peu, par exemple, ton intervention ou votre appui. Donc, considère que le, l'appui technique de Trias à ce projet hein, qui se fait.
à l'Équateur et au nord qui est au Maniema, c'est un projet. Et tu prépares par exemple un data flow diagram, un diagramme de mouvement des données entre vous, les partenaires, toutes les parties prenantes qui interviennent dans cette initiative. Et puis, on peut discuter lorsque tu auras fait ça, quoi. Disons. Ça c'est super. Ouais, D'accord. Oui, oui. Super. Mm. Oui, oui. super. Je vais, OK. je Donc, vais- voilà un peu pour la gestion de projet. Maintenant, pour ce qui est de l'anglais, est-ce que tu as pu avoir accès au lien que je t'ai envoyé et Je puis tu as n'ai pas commencé? encore, je n'ai pas encore eu le temps d'y entrer parce que, comme je vous l'avais dit, j'évite beaucoup. J'ai mon WhatsApp sur le téléphone, je ne l'ai pas encore mis dans la machine. Donc, je n'ai pas encore eu le temps d'entrer dans le site. Je pense que peut-être que demain ou lundi, je le ferai. D'accord. Si tu veux que je t'envoie ça par email, tu vas me dire, je peux t'envoyer aussi ça par email, hein. Oui, 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 par email alors. Vous pouvez Ouais. me l'envoyer aussi. Dans le lien anglais par email. OK. Mm. D'accord. C'est bon. Et maintenant, par rapport à la dactylo, oui, j'ai vu les tests que tu as fait et ça, c'est vraiment intéressant. Ça montre que tu es vraiment en avance. Tu ne commences pas au niveau zéro comme beaucoup d'entre nous. Donc, ça, c'est bien. Tu peux, mais je te disais qu'il fallait aussi faire le test de la dactylo à la partie 2. Hmm. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a encore un autre niveau, là, juste là, dans le barre de tâches. Il y a aussi partie test où il y a plusieurs tests de 2 minutes, de 3 minutes, de 4 minutes, de 5 minutes. C'est ça Oui, que j'étais en train de faire. ouais, Mm. ok, Mm. Mm. Donc, ça, je suis en train de le faire aussi. d'accord, Écrire tout un livre, par exemple, en une page, on te met 2 minutes, écrire dans 30 minutes. Donc, il y a un peu une série de tests à faire là. ouais, ok, c'est bon. Maintenant, Ok. pour ce qui est de l'investissement dans la santé, je crois que on n'a pas encore eu cette discussion. Je me disais, bon, c'est peut-être mieux qu'on le fasse de vive voix quand tu seras ici à Bandaka, parce que, bon, Oui. c'est euh, la- c'est sur 12 semaines et ça commence par Mm. 2 semaines, en fait, 2 semaines d'observation et 12 semaines de vraiment où tu investis sur ta santé. Et l'idée, c'est basé sur 4 piliers: le, le sommeil, le mouvement, l'alimentation et le rapport avec le divin. Donc, ce sont ces 4 éléments-là qui sont Mhm. liés aux piliers sur la santé. Et dans le Mhm. mouvement, les 2 premières semaines, tu observes, est-ce que tu bouges suffisamment, comment tu manges, tu essaies de noter un peu les choses que tu manges. Et quand tu manges, comment tu te sens? Est-ce que tu sens de l'énergie ou bien peut-être après 2 heures, tu sens comment tu somnoles. Et ensuite, tu regardes un peu comment tu bouges. Est-ce que tu bouges suffisamment? Par exemple, ce matin, j'ai fait 1 heure de marche. Je suis allé jusqu'à la limite de l'équateur. Je suis revenu. Et chaque jour, je dois faire au moins 30 minutes. Parfois, ça peut être des exercices de musculation, ça peut être des exercices de cardio, ainsi de suite. Donc, vraiment, au minimum 3 fois par semaine, il faut bouger. Mais au début des 2 semaines, tu observes seulement. Mais maintenant, dès que tu as fini cette phase d'observation, on te propose maintenant progressivement, si tu étais par exemple quelqu'un qui ne marchait pas, on va te proposer de faire 10-15 minutes après, par exemple, d'avoir mangé. On va te proposer des petits exercices de musculation. C'est comme ça que tu vas y aller progressivement, jusqu'à ce que vers la 12e semaine, tu puisses vraiment te sentir bien et commencer à intégrer ces mouvements et ces éléments dans ta façon de vivre quotidiennement. Tu vas veiller sur ce que tu manges. Il y a un moment où on demande, par exemple, aux gens d'éliminer tout ce qui est euh, euh, aliments ultra transformés, tu vois. Donc, c'est comme ça que progressivement, parce qu'on explique aussi pourquoi est-ce que les aliments ultra transformés, au lieu de te donner l'énergie, volent plutôt ton énergie. OK? Et pourquoi c'est important de s'assurer que on, on, on,
on élimine autant que faire se peut les aliments qui sont ultra transformés pour pouvoir garder notre énergie. OK? Oui, oui. Donc, c'est un peu ça pour ce qui est de l'investissement sur la santé. Donc, comme je disais, quand tu arrives mardi, on va se prendre pendant quelques minutes. Je vais bien t'expliquer ça encore en détail. D'accord, JT. Merci beaucoup. Ouais. Donc, les amis ont eu un souci de connexion. Oui, oui, ils ont eu un souci de connexion. Je crois que je vais juste, comme j'ai enregistré ça, je vais partager ça dans le groupe. Et en fait, je vais mettre ça en ligne et puis je vais leur partager ça pour qu'ils puissent suivre ça pour voir un peu les informations sur ce que nous avons échangé aujourd'hui. Super. D'accord. Tu passes un bon après-midi et on reste en contact. D'accord, bon week-end. À mardi. À mardi. Porte-toi bien. Bye bye. Le vol, c'est les après-midi. Donc, on arrivera là le soir vers 17h. Parce Ok. qu'on a... Vous avez déjà réservé. Attends.